Chers auditeurs de la radio du cinéma, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, puisqu'en fait, on va parler de cinéma, mais on va parler de cinéma à travers le prisme et la sensibilité d'un garçon assez exceptionnel que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui s'appelle donc Julien Magnani. En l'occurrence, c'est Julien qui m'accueille dans son atelier, très sympa, avec beaucoup de collaborateurs. Et donc, Julien, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Donc, Julien, vous allez vous présenter, et je vais un peu contribuer à ça aussi. Mais j'ai eu le plaisir de faire votre connaissance tout récemment, puisque nous sommes aujourd'hui le 16 janvier, et c'est un jour un peu exceptionnel puisque vous sortez votre nouvelle bande dessinée qui consacre le monde du cinéma. Tout ça, vous allez nous détailler parce que vous êtes vraiment un puits de connaissances dans le monde des films et du cinéma en général. Et donc, vous avez, par anticipation, alors je ne sais pas quand sera diffusée cette émission, mais assez prochainement, vous avez en fait exposé quelques-unes de vos planches originales dans un cinéma qu'on va cité avec plaisir, qui s'appelle le Brady, en fait, dans le 9e arrondissement de Paris, si je me rappelle bien. Et dans ce cinéma, donc, si je me souviens, alors corrigez-moi, je parle sous votre contrôle, mais il a appartenu à Jean-Pierre Mocky, ce cinéma, me semble-t-il. C'est exact. Voilà. Et donc, du coup, c'est un cinéma, mais c'est aussi un mythe dans le monde du cinéma à Paris. Et vous y avez vos habitudes, puisque chaque mois, vous allez nous parler de ça aussi. Mais avant tout, Julien, en fait, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance. Alors, Julien, vous avez étudié, l'appellation est un peu longue, mais une école qui est très connue dans le monde des arts graphiques, puisque c'est l'école Estienne, où on apprend en fait à s'informer autour du monde de l'impression, autour du monde du graphisme, etc. Et évidemment, au fil de la conversation, vous allez nous expliquer, puisque en fait, vous avez une casquette sur la tête, mais en réalité, vous en avez deux. Vous êtes un dessinateur, mais vous êtes aussi un éditeur. Et tout ça en lien direct avec le cinéma. Donc, Julien, bienvenue à la radio du cinéma. Julien, qui êtes-vous ? Eh bien oui, je suis un homme de livre, un homme du livre. J'ai appris mon métier, celui de faire les livres aussi bien sur le plan technique que sur le plan du contenu éditorial à l'école Estienne. Ce qui vous a très vite autonomisé, pour le coup. Vous avez en fait très rapidement, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous avez, pour expliquer aux auditeurs, cette école permet finalement de s'autonomiser quand on veut, entre guillemets, arpenter le monde de l'édition, quoi. Vous êtes complètement autonome aujourd'hui. On apprend tous les métiers. Oui. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important de le dire. Je suis rentré par la case imprimerie, moi, à Estienne. C'est-à-dire vraiment la fabrication du livre. L'aspect technique. L'aspect technique, pas du tout artistique. En fait, quand je suis arrivé à Estienne, j'étais assez âgé. J'étais un étudiant en droit défroqué, déserteur, un petit peu comme au début des proies de Don Siegel. Et Julien va nous faire des références toute la permanence. Donc, mais c'était un peu le vieux sud de là d'où je venais, parce que j'avais fait mes études de droit à Paris 12 à Saint-Maur-des-Fossés. Une fac de droit complètement abandonnée, avec des trous dans le plafond, des amphis dans un état désastreux. Et donc oui, j'étais assez malheureux en droit, à part le droit constitutionnel, on en reparlera plus tard, que j'adorais. Et c'était les débuts des sites internet, et j'avais découvert l'existence de l'école Estienne comme ça. J'avais passé le concours, mais j'ai passé le concours de quelque chose qui était à ma portée et que personne ne voulait faire à l'époque. Ils avaient du mal à recruter, c'était l'impression, l'imprimerie. Tout le monde à ce moment-là, et encore aujourd'hui, voulait faire les formations artistiques à Estienne. Moi, je suis rentré par l'imprimerie. Alors justement, on doit préciser quelque chose, puisque là, on est un peu dans la partie scolaire de votre vie. L'école Estienne, en fait, elle se met un petit peu en face d'une autre école qui, pour le coup, est un peu la vitrine des animés en France, qui révèle d'ailleurs des talents qui, bien souvent, malheureusement, sont amenés à migrer de l'autre côté de l'Atlantique, puisque c'est là où un peu le business se passe aujourd'hui. Je parle de l'école des Gobelins, où prochainement, je vais avoir le plaisir de rencontrer Hugo Bienvenu, dont vous connaissez le dessin animé qui a fait l'actualité, qui s'appelle Arco. On a fait nos études ensemble à l'école Estienne. Vous le connaissez. Bon, très bien. Oui, il est passé aussi par l'école Estienne, effectivement. Et donc, du coup, qui est peut-être un petit peu l'aspect créatif, entre guillemets, si tant est qu'on puisse cataloguer ces écoles. Mais finalement, ça a été votre socle. Et ma question, en fait, c'est de savoir comment est-ce que, finalement, le cinéma est arrivé dans votre vie. Est-ce que c'est bien en amont, ou est-ce qu'il y a toujours une rencontre un peu décisive dans la vie autour du cinéma ? Racontez-nous ça et partagez-nous-le, s'il vous plaît.
Alors, on en parlera après parce que sinon ça prend trop de temps, mais il y a évidemment mes parents pour commencer. Mais c'est vrai que quand... mais racontez une anecdote par rapport à cette cheminée qui en réalité était la télévision. En fait, voilà, mes parents, comme je pense beaucoup de familles dans les années 80, on est dans l'arrivée du magnétoscope. Il y a plusieurs chaînes hertziennes avec une programmation en cinéma, généralement, dont la dernière séance, Patrick Brion, Eddie Mitchell. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas mal tomber. Quand on allume une télévision dans les années 80, on est obligé de tomber à 8h30 ou à 10h sur un programme, quelle que soit la chaîne, pertinent, cinéma français, cinéma américain, cinéma généralement populaire, de très grande qualité. L'élitisme pour tous, on y reviendra. Et du coup, comme mes parents ne sont pas cinéphiles, ils n'ont pas un rapport, entre guillemets, savant, sachant. Le cinéphile, c'est quelqu'un qui a un plan. C'est quelqu'un qui a des boussoles, c'est quelqu'un qui sait arpenter le cinéma. Chaque cinéphile à pas confondre avec le cinéphage, a une façon à lui de déterminer sa feuille de route. Quand on discute avec d'autres cinéphiles, chacun a un peu sa quête du Graal, momentanée ou actuelle sur le cinéma. Donc mes parents n'étaient pas du tout ça. Par contre, ils avaient des obsessions. Mon père, il regardait... c'est des gens qui revoyaient énormément les mêmes films. Par exemple, ma mère, elle revoyait énormément, une fois par semaine, Pas de printemps pour Marnie. Incroyable. Et mon père, c'était Indiana Jones. Il regardait énormément Indiana Jones. En même temps, les choix étaient tellement limités que quand on se passionnait pour quelque chose, on avait envie de le consommer en boucle. Et on n'avait que quelques VHS, généralement. Et voilà. Donc finalement, ça correspondait un peu à une période. Exactement. Alors après, on pourra en reparler, c'est dans la préface de mon livre Cinéfils, c'est qu'il y a un secret de famille qui est dissimulé dans ces films. Ça, c'est évidemment... merci de me faire la transition. Alors, donc, pour prolonger un petit peu, est-ce qu'il y a eu une rencontre au-delà de vos parents qui ont, j'ai envie de dire, contribué directement à votre passion dévorante pour le cinéma? Alors, ou est-ce que vous admiriez quelqu'un en particulier que vous avez réussi à croiser dans votre vie et qui a vraiment allumé toutes les lumières? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans l'édition, j'ai travaillé comme maquettiste aux éditions Cornelius. Les éditions Cornelius, elles sont reliées par les auteurs qu'elles publient à l'atelier où vous êtes actuellement, La Piscine, Christian Aubrin, Manu Boiteau, qui sont auteurs chez Cornelius. Et en fait, il y avait un dialogue. La cinéphilie, c'est une langue courante chez les gens qui pratiquent la bande dessinée. Je pense que de Tardy à plein d'auteurs actuels, le cinéma, c'est très important. Étienne Robial, un de mes mentors, le cinéma est très important dans sa vie. En fait, c'est quelque chose qui nous sert vraiment de langue commune, qui nous structure en tant qu'artistes, plus ou moins différemment dans notre pratique. Et donc moi, quand j'arrive aux éditions Cornelius, Jean-Louis, qui fréquente beaucoup les gens de cet atelier, je pense, et même indépendamment de cet atelier, c'est quelqu'un qui est très cinéphile et qui parle constamment de cinéma aux éditions. Ensuite, parce que je vais rencontrer Christian Aubrin, qui à ce moment-là est en train de préparer un livre, Jus d'amour aux éditions Cornelius, on sympathise à cause du cinéma, de cette passion, et Christian va m'amener ici après mon départ. Et donc, à partir du moment où j'arrive dans cet atelier, où tout le monde parle de cinéma, j'entends beaucoup parler d'un auteur, c'est Jean-Baptiste Thoret. Bon, merci de me faire la transition, qui est l'auteur de la préface de cet ouvrage qu'on va citer maintenant, qui s'appelle donc Manhattan Driver, qui est donc votre deuxième bande dessinée, puisqu'en fait vous avez fait 4 ouvrages jusqu'à présent, corrigez-moi si je me trompe, mais pour le coup, en fait, celle-ci, pour le coup, qui est un storyboard amélioré, qui est vraiment... puis alors, les références... vous êtes un puits de connaissances en termes de cinéphilie, évidemment, mais chaque page qu'on tourne, on croise un personnage qui a existé ou qui existe dans un film. Et du coup, évidemment, cette histoire, on va citer les 2 personnages principaux, Johnny et Liberty, en fait, c'est une histoire qui va se composer. Enfin, on ne va pas spoiler l'histoire, parce que sinon, évidemment, ça casserait de la magie. Mais sur le principe, il se passe beaucoup d'aventures. Il y a d'ailleurs plusieurs chapitres en fait dans cette bande dessinée, 3 si je me souviens bien. Et du coup en fait, le langage narratif qui est le vôtre, évidemment, on n'est pas tout seul dans la bande dessinée. Il y a plein de personnages que vous avez, vous, dans votre relation avec le cinéma, et que vous calquez en fait sur des personnages existants dont vous faites la référence. On pourrait citer comme ça des Scorsese, des Hitchcock, des Orson Welles, enfin la liste est longue, donc la liste c'est pratiquement toute la bande dessinée. Donc du coup évidemment, ce qu'il y a de fascinant dans votre façon, entre guillemets, je pèse mes mots, d'inventer ou de réinventer le cinéma dans une relation graphique qui finalement
est la synthèse un peu de votre apprentissage de vie professionnelle, parce que vous avez appris, alors dessiner, j'imagine que ça s'apprend pas vraiment, c'est qu'en fait, vous avez un coup de crayon très spécifique. C'est des dessins qui sont parfois un peu légers, l'ancrage n'est pas très puissant, mais je pense que c'est évidemment une volonté de votre part, et ça donne quelque chose de très élégant, et qui s'apparente parfois, justement, je faisais le parallèle volontairement, à une forme de storyboard, en fait. C'est-à-dire que la lumière est très choisie, et du coup, c'est un langage très scénique. Et ça, pour le coup, je vous avoue que j'ai été très charmé par cette approche de la bande dessinée et de cette forme de cinéma. Pardon, il n'y a que moi qui m'exprime. Du coup, Julien, du coup, parlez-nous un peu de comment vos yeux, finalement, appréhendent le cinéma et le traduisent par ces dessins qui sont véritablement une signature. Alors moi, pour écrire des histoires, je scénarise pas de A à Z une histoire, je fonctionne par souvenir. Je dois me souvenir de l'histoire que je dois raconter. C'est comme dans les polars. Vous savez, dans les polars, les détectives enquêtent sur une affaire qui, a priori, ne les touche pas. Et plus ils avancent dans l'enquête, plus ils se retrouvent impliqués très personnellement, très intimement. Chinatown, par exemple, ou Blade Runner, ou à peu près, énormément de polars. Et donc moi, je vais au début avoir une idée d'histoire un peu abstraite, comme tout scénariste ou tout créateur, créatrice d'histoire. Et petit à petit, je me rends compte que c'est mon histoire, ou en tout cas une histoire qui me concerne très profondément, que je dois raconter. Et c'est les films qui me permettent de me souvenir de l'histoire que je dois raconter. Donc à chaque fois, je fonctionne comme avec un puzzle, j'ai des visions. Pour pouvoir organiser, découper, prémonter ces scènes que je dois dessiner, que je dois mettre en page, je vais me servir de films qui me permettent, où je me dis, ah, là j'ai besoin d'un plan où quelqu'un meurt dans telle situation, tombe au sol dans telle position, donc je me souviens de ce film. Et au bout d'un moment, on ne sait plus très bien si c'est... c'est pour ça que je parle de ce souvenir de l'histoire qu'on doit raconter plutôt que de la créer. Mais on pourrait l'apparenter à une déconstruction du film, c'est-à-dire que vous faites un rembobinage avec, en gros, la scène finie que vous avez en tête du film que vous avez en tête. En réalité, vous la réappropriez et vous la déconstruisez pour finalement qu'elle devienne vôtre dans le propre nouveau projet artistique. Ça, c'est une façon quand même d'inventer un peu les choses. On a les oreilles, le nez ou les yeux de sa mère, de son père, mais on est soi au bout du compte. C'est vrai, c'est très joli. Alors, cet album, en fait, on va en parler un petit peu, Manhattan Driver, c'est quand même une page, entre guillemets, nouvelle dans votre cheminement de dessinateur et d'éditeur. Alors, comment s'appelle, en fait, la maison d'édition ? C'est mon nom propre, Magnani. Voilà. Donc, ça s'appelle Magnani. Et donc, en réalité, parce qu'on doit l'évoquer aussi, vous travaillez avec d'autres dessinateurs et de temps en temps, en fait, vous éditez des BD de coups de cœur, j'imagine, des choses comme ça de temps en temps. En fait, c'est aussi comme ça que j'ai appris mon travail d'auteur, c'est en publiant pendant plus d'une dizaine d'années des autrices comme Marion Fayolle, Maïté Grandjouan, Margot Otat, Nina Lechartier, Lisa Mouchet. Enfin, j'ai Margot Messonnier, j'ai publié beaucoup, pour un petit éditeur, et pour moi, c'est beaucoup de personnes, et aussi des créateurs comme Jean-Baptiste Labrune, Jérémy Fischer, Simon Roussin, Joseph Levaché, et en fait en travaillant avec eux, en les accompagnant dans chacun leur processus créatif, parce que chaque artiste a sa langue et a sa façon de créer, a sa façon d'arriver à son histoire et à ses images. Et moi, ma spécialité, c'était de travailler sur des projets vous savez, où il n'y a pas forcément de manuscrit. C'est-à-dire que je vais contacter des artistes dont j'aime les images, dont j'aime le travail, et des fois, parfois même 7 ans, on accompagne la création d'un livre, on voit le livre se créer, parfois moins, des fois c'est 2, 3 ans, 4 ans, et moi en accompagnant plusieurs générations comme ça de créateurs aux éditions, c'est moi que j'ai fini par rencontrer au bout du compte. Alors moi j'ai fait... Et ça s'est révélé à vous. J'ai appris le dessin en suivant l'exemple de Simon Roussin qui pratiquait quand il a commencé le dessin de cinéma. Oui. Les étudiants de Strasbourg, ils appellent ça le jogging, faire son jogging. C'est-à-dire une pratique quotidienne, comme le yoga aussi du dessin. Et donc, à partir de 2020, du confinement, je me suis mis à dessiner des films tous les jours.
Et j'ai appris petit à petit à dessiner comme ça, d'où le livre Ciné-Fils. En faisant mon livre aussi, mon premier livre, Tommy Boy, où j'ai appris à dessiner de la page. C'est un peu un work in progress, comme j'avais montré. Il faut préciser, parce qu'évidemment, on n'a pas les images, mais en gros, chaque feuille, donc on a l'impression qu'elles sont extraites d'un carnet, d'un carnet de travail, et ce sont des scènes de films que vous êtes complètement réappropriées avec vos traits. Et c'est fabuleux, quoi, parce qu'on revisite complètement des scènes mythiques de cinéma par le prisme de votre sensibilité et de vos dessins. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. D'accord. En fait, après le confinement... donc ça, c'était assez tardivement, du coup. De 2020 à 2024. Donc c'est vraiment votre actualité. Je voudrais la citer parce que c'est Maya, l'enseignante, c'est l'atelier de morphologie. Et c'est une professeure, une enseignante extraordinaire, à qui je dois beaucoup. D'accord. Et donc, pour le coup, elle a contribué à votre émancipation pour le coup des dessins, quoi. Là, on était vraiment dans un apprentissage, pas académique, justement, mais un apprentissage, comme en danse ou en piano, au solfège, du dessin. Sauf que moi, je suis un dessinateur qui a besoin d'être libre et je dessine pas comme Maya ou comme Léonard de Vinci, mais comme moi-même. Ce qui est quand même fabuleux, quoi, arriver à se révéler de manière aussi forte et de l'exprimer, parce que ces ouvrages, évidemment, s'inscrivent dans le temps et puis allument la lumière de tous les passionnés de cinéma que nous sommes. Moi, je me sens très proche, en tout cas, des peintres fauvistes et impressionnistes, c'est-à-dire à partir du moment où le dessin se fait plus à la touche qu'à la ligne, et où, il y a plus une forme d'immédiateté, d'énergie pure, que de la technicité et je les oppose pas en termes de hiérarchie de valeurs, ça c'est mieux ou c'est moins bien, mais je suis ce que je suis et je sais que je suis proche de... C'est ça. Et la perception émotionnelle, en fait, que vous en dégagez, elle est celle-ci. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, en fait, on n'a pas forcément... Les traits ne sont pas soulignés avec du noir, etc. Mais ça en fait tout son charme, en fait, et sa signature, finalement. Vous avez une très belle exposition en ce moment à Paris, c'est Dessin sans limite. Au Petit Palais, et il y a des très beaux textes sur le dessin, et moi je me suis complètement reconnu en tant qu'artiste dans ces textes. Vous auriez pu y être exposé, du coup. J'espère un jour le mériter. On vous le souhaite tous, bien sûr, évidemment. Alors, vous évoquiez en fait quelqu'un qui a contribué à ce projet artistique. Je parle de Jean-Baptiste Toré, l'auteur, qui en préface ce livre. Et je vais me permettre de faire quelques citations, parce qu'il y a vraiment de très belles phrases qui vous concernent, en fait, et notamment une phrase que j'ai beaucoup aimée par rapport à la force et à l'originalité de Manhattan Driver, qui tient dans votre désir, à vous Julien, de faire converser finalement par-delà les époques et les classifications, les genres, tous les films. Et ça, c'est quelque chose que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'en fait vous prenez des bribes de cinéma, quelles que soient les époques, et votre histoire, elle se construit aussi à travers tout ça. Expliquez-nous, développons un peu tout ça, parce que ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes capable comme ça de traverser toutes les époques cinématographiques et en tisser finalement quelque chose de différent, mais extrêmement référencé et documenté. Alors, moi, je m'inscris dans la tradition cinéphilique de Henri Langlois et de Jean-Baptiste Toré. Alors, Jean-Baptiste Toré, il emploie cette expression qu'il n'y a pas de délit de provenance pour un cinéphile, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien aimer un petit western de Delmer Daves, je dis ça sans condescendance, que Visconti et Le Guépard. Il n'y a pas le grand cinéma, les grands artistes d'un côté, et les petits films et les petits sujets de l'autre. C'est-à-dire que le cinéma qu'on pourrait appeler le cinéma de divertissement, par exemple aujourd'hui Avatar, ou Titanic, enfin bref, James Cameron par exemple, qui est souvent rangé dans la case entertainer. Pour moi, James Cameron, quand on regarde bien et attentivement son cinéma, c'est perclus de références vers la grande histoire. Par exemple, David Lean, Lawrence d'Arabie ou Stanley Kubrick. Je pense qu'il ne s'en cache pas. C'est un homme en fait qui a pleinement connaissance. Vous avez peut-être vu son exposition, la cinémathèque. Je l'ai loupé malheureusement. J'aime beaucoup son cinéma et est important pour moi. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui éclaire de toute sa curiosité le cinéma au niveau mondial. Et c'est un homme qui est avide de technologie. Et c'est vrai que ça fait l'actualité puisqu'Avatar est encore à l'affiche aujourd'hui.
de cendre aidez-moi, de cendre et de cendre et de feu. Et de feu, voilà. Mais je crois que c'est de feu et de cendre, dans le bon sens, voilà. Qui est en train de rencontrer quand même un succès assez probant. Et cet homme-là est un explorateur, comme vous pouvez l'être d'ailleurs d'une certaine manière dans la bande dessinée, parce que pour être un peu amateur de bande dessinée, lorsqu'on voit les traits qui sont les vôtres dans notamment cette bande dessinée Manhattan Driver, on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison véritable en fait dans le monde de la bande dessinée. C'est pour ça que je trouve que l'hybridation que vous incarnez entre le cinéma et la bande dessinée, par le prisme de vos traits, je trouve qu'on pourrait dire que vous réinventez un peu du storyboard et avec une forme d'intemporalité qui n'a jamais existé. Alors souvent, dans la bande dessinée, c'est assez péjoratif le terme de storyboard. J'ai entendu quand j'étais étudiant beaucoup d'auteurs qui disaient la bande dessinée ne doit pas être... parce que les artistes ne voulaient pas que la bande dessinée soit jugée comme un art inférieur, subsidiaire ou auxiliaire du cinéma. J'entends même de droit là. Ou qu'on ait l'impression, vous savez, que toute bande dessinée est comment dire, un film pas avorté, mais qui pourrait être avorté s'il n'est pas adapté au cinéma. Moi, ça ne me dérange pas l'expression storyboard parce que dans toute la mise en page du livre, avec la typo machine à écrire, la façon de traiter aussi le dessin, de le scanner, je voulais vraiment faire référence, des fois on voit ça chez Taschen ou dans des livres de cinéma, des extraits de script, de storyboard, et moi je trouve ça magnifique. Et notamment récemment j'ai acheté les storyboards des studios Ghibli qui sont magnifiquement édités à la librairie Junku, et je m'inspire de ces mises en page pour les miennes parce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup dans les storyboards, c'est l'énergie, l'immédiateté et la précision. Après, contrairement à un storyboard d'animation, moi, il y a des grandes ellipses entre les images, parce que je ne suis pas animateur et je ne peux pas décomposer quand je dessine. Je ne suis pas un dessinateur ni franco-belge, ni animateur qui peut décomposer le mouvement et le séquencer en plusieurs cases. Moi, je vais vraiment travailler comme un peintre, c'est-à-dire d'après un motif. Je regarde un motif que je peins ou que je dessine, ce que vous voulez comme expression, ça me va très bien. Et il y a une certaine ellipse, il y a un travail pour les lecteurs et les lectrices. On le voit régulièrement hein, dans cette bande dessinée, effectivement. Et tout ça, j'ai envie de vous dire, ça contribue à un chemin exploré qui n'existe pas vraiment, quoi. Mais ça me fait plaisir que vous me disiez ça parce que moi j'ai beaucoup de complexes par rapport au fait que justement mon travail est très différent du franco-belge et de rôle d'imposteur, c'est ça? Vous avez un peu cette posture-là? Non. Ah non, pas d'imposteur. Je souffre pas d'un manque de légitimité, mais plutôt du fait d'être, vous savez, d'être différent et surtout de pas quand vous appartenez pas à une chapelle, vous vous sentez un peu isolé après pour parler de votre travail. Mais vous avez trop de références pour vous sentir isolé en fait quelque part. Je pense que le socle fort, les fondations qui sont les vôtres aujourd'hui, c'est-à-dire l'incarnation du cinéma qui est la vôtre, quelque part, en fait, elle révèle, par le prisme de vos traits, une structure extrêmement solide, en fait. Ça, c'est très gentil de votre part. Je pense que vous avez tout à fait le loisir de vous sentir non seulement très à l'aise dans cet univers, mais en plus, comme je vous l'ai dit, je pense que beaucoup de dessinateurs seraient contents de s'imprégner finalement de votre narratif parce qu'il est assez rare. Voilà. Et ça, c'est très important, je trouve. Voilà. Merci beaucoup. Julien, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de technique? Parce que vous avez finalement des choses assez rudimentaires pour travailler. Vous avez dans les mains, au moment où on se parle, un crayon de couleur. Et donc, je crois que c'est un des outils qui vous permet de vous exprimer. Avec les si ça ne vous dérange pas, je veux bien qu'on explique aux auditeurs. Alors, moi, je travaille avec des crayons de couleur et des pastels à l'huile. Je fais peu de crayonné. J'aime beaucoup, comme dans la peinture fauviste, passer à l'action tout de suite. Moi, en fait, les énergies dont j'ai besoin pour produire un dessin, c'est la vitesse, c'est l'énergie et le non-repentir. C'est-à-dire que dès qu'on va aller du côté du perfectionnisme, il faut refaire, c'est pas suffisamment réussi, c'est pas encore ça, tout ce qui va être vers le perfectionnisme et la virtuosité ou la technicité, ça va m'inhiber, ça va m'intimider, ça va m'empêcher de passer à l'action. Donc j'ai besoin de y aller carrément, de y aller tout de suite. Donc il y a un côté un peu brutaliste, The Brutalist que j'ai pas vu, dans mon travail, c'est les énergies dont j'ai besoin. Et
Et du coup, je vais utiliser et comme j'ai une attaque forte de l'outil, j'ai besoin de choses qui ne vont pas se briser. Quand vous dites l'outil, c'est le crayon. C'est le crayon. Couleur, voilà, vous savez, vous avez une certaine... Quand vous voyez le travail de quelqu'un, vous voyez tout de suite s'il y va fort. Si c'est léger, très appuyé, etc. Alors, on ressent tout de suite le karma, l'énergie de la personne dans son travail, notamment chez les peintres où on reconnaît immédiatement la touche. Bien sûr. Voilà, l'attaque. Et donc moi, je casserais mes plumes si je dessinais à la plume, ou je casserais mes stylos, donc j'ai besoin de quelque chose qui supporte. Et donc les crayons de couleur et les pastels, voilà, je peux les casser parce que j'appuie fort, mais c'est comme ça, je suis comme ça. D'accord, d'accord. Et donc du coup... Et excusez-moi, pour le support, c'est du papier washi. Alors ça faisait partie papier japonais. Voilà. Alors, on fera une petite photo pour montrer aux auditeurs, parce que évidemment tout ça, c'est très beau, c'est très artistique, on est bien d'accord. Donc, on va rappeler cette actualité qui est la sortie de votre deuxième album de bande dessinée officiellement, qui s'appelle donc Manhattan Driver. Ça sort officiellement le vendredi 16 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de l'interview. C'est un peu le hasard, mais ça tombe bien, je trouve ça assez joli finalement. Ça portera bonheur. Exactement, et puis je vous le souhaite évidemment. Et puis donc on va rappeler aussi, alors je voulais évoquer, on va rappeler cette exposition donc au Brady. Elle court jusqu'à quand cette exposition ? 28 février. Ah donc les Parisiens auront, entre guillemets, ou les provinciaux qui viendront en week-end, auront tout le loisir d'y aller. Donc on rappelle, donc Cinéma le Brady, reprécisez-nous l'adresse. Donc c'est 44 boulevard de Strasbourg, je crois. Voilà, très bien. Donc vous exposez quelques dessins en bas des escaliers. Et je remercie Fabien Houy, qui est l'exploitant, qui était projectionniste autrefois au Brady, qui est aujourd'hui le propriétaire et l'exploitant du cinéma. C'est lui qui m'a accueilli avec Laurent Sylvestre pour le Ciné-Club La Nouvelle Séance et qui m'a proposé cette exposition. Alors merci de me faire la transition, c'était la prochaine question. Donc en fait, chaque mois, on peut vous croiser, Julien, dans ce cinéma. Racontez-nous un peu ça. Alors j'ai rencontré, en travaillant sur la monographie d'Étienne Robial aux éditions, un réalisateur de documentaire qui s'appelle Laurent Sylvestre, qui a réalisé sur Étienne un documentaire qui s'appelle Un spécimen de caractère. Immédiatement, en se rencontrant, on s'est mis à avoir cette fameuse langue commune du cinéma, à ne faire que parler de films, de cinéastes. On a donc gardé contact, on est devenus amis, et à un moment donné, moi j'aime bien que quand il y a que des choses naissent d'une relation. Une complicité, voilà. Exactement, donc on s'est dit on va faire un ciné-club. Moi j'adore partager les films, j'adore les montrer, j'adore parler pendant les films ou avant. Et du coup on a écrit au Brady, à d'autres cinémas, mais c'est le Brady qui a répondu. Institution Fabien donc. Voilà, de créer un ciné-club qui s'appelle, en référence à Patrick Brion et Eddie Mitchell, non pas la dernière, car il y avait quelque chose de crépusculaire. Déjà au moment d'Eddie Mitchell, chaque génération de cinéphiles dit le cinéma est mort. Je crois qu'à chaque fois, la cinéphilie, il y a aussi quelque chose de sud-américain, c'est-à-dire un culte du morbide, mais pas le morbide, le cadavre pourrissant, le cadavre en constante renaissance, en constante régénération. Mais le cadavre quand même, quelque chose en tout cas qui est mort mais qui ne l'est pas et qui va revivre, mourir, revivre, mourir. Comme un film que vous arrêtez, que vous remettez, que vous arrêtez, que vous remettez. Et donc on a proposé d'appeler ça la nouvelle séance, aussi par rapport à la psychanalyse que j'aime beaucoup, car j'aime bien dire que, pour paraphraser Lacan, que l'inconscient est structuré comme un cinéma. On pourrait y revenir. D'accord, intéressant. Donc ça, pour le coup, en fait, Julien, on peut le voir sur Internet. Comment est-ce qu'on peut connaître ces séances ? Alors oui, sur Instagram, voilà. On a un compte Instagram avec toute la programmation passée, présente et à venir. On peut peut-être donner le nom de la page Instagram. Alors c'est la nouvelle séance. La nouvelle séance. Super. Et donc on passe un film par mois depuis 3 ans au Brady. Et donc vous êtes physiquement présent. Je ne sais pas si je l'ai encore cité, mais le cofondateur de ce ciné-club et mon complice et camarade, c'est Laurent Sylvestre. Très bien. Et vous êtes tous les deux sur scène, ou en tout cas dans la salle ? On est tous les deux sur scène. Voilà. Et donc des échanges assez nourris se partagent avec les spectateurs, avant, après, pendant, J'adore en fait... Là, on est vraiment entre guillemets, entre passionnés, pour le coup. Et ça, c'est tout à votre honneur. Alors, il y a toutes sortes de publics, vous savez, au Brady. On a des gens qui viennent juste d'un point de vue pratique, ils veulent voir le film, ils ne l'ont jamais vu. Un rapport très fonctionnaliste. Bien sûr. Il y a des cinéphiles, des passionnés, il y a quelques habitués. Mais ce que j'aime aussi avec le Brady, c'est que c'est le tout venant. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours et pas souvent justement un public de spécialistes. Des gens qui n'avaient pas prévu et tac, ils vont voir ce film au Brady. Mais parce que dans la société aujourd'hui, c'est difficile de réfléchir aux choses avec passion
et de se passionner pour. Et on nous met souvent dans une posture consumériste, notamment les plateformes de streaming, avec les choses. Par exemple, les gens vont souvent vous dire « je l'ai déjà vu, je connais la fin, donc je n'ai pas besoin de le voir, de le revoir ». Et en fait, c'est beaucoup plus riche que cela, le cinéma. C'est beaucoup plus riche que cela, un film. Et donc, dans la nouvelle séance, on va souvent dire, pour démarrer une séance, il n'y a pas de vieux films, il n'y a que des films qu'on n'a pas revus ou qu'on n'a pas encore vus. Alors, j'aimerais évoquer avec vous un sujet qui est peut-être un peu plus d'actualité et qui, évidemment, en tout cas, représente peut-être un autre art de pensée. Dans votre façon, je vous découvre évidemment, dans votre façon de vous exprimer et de promouvoir le cinéma, il y a quelque chose de très artisanal, de très fait main. Et aujourd'hui, en fait, on est confronté aussi aux nouvelles technos. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle générative. Est-ce que vous avez une relation directe avec ces approches-là, ou c'est quelque chose qui vous fait littéralement fermer les yeux et vous tourner la tête? J'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à ça. Et est-ce que c'est quelque chose qui, à terme, pourrait être un outil supplémentaire dans votre besace, ou à l'inverse, en fait, ça représente l'antithèse de votre art de penser? Alors, il y a un peintre que j'adore, c'est David Hockney. David Hockney, c'est pas n'importe qui. il aime bien, comme les peintres un peu mégalos qu'il adore, Léonard de Vinci, voir comment les nouvelles technologies peuvent venir avec sa fameuse peinture à l'iPad. S'incrémenter un peu. Donc je pense que l'IA, c'est pas quelque chose auquel je ferme la porte, c'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai beaucoup plus peur des intelligences dites naturelles pour démolir la planète que de Skynet. Voilà qui est dit. Ensuite, le cinéma nous apprend que les IA, c'est comme les êtres humains, il y a à boire et à manger. Vous avez Skynet d'un côté, il y a Matrix, l'agent Smith, mais vous avez aussi R2D2, 6PO. Il y a toutes sortes d'IA. Il y a Mother dans Alien, il y a HAL 9000, mais sans R2D2, combien de fois serait mort Luke Skywalker? Donc voilà, c'est pas quelque chose dont je me méfie. Par contre, je pense que ça va reposer la question de l'humain dans la création, de l'humain tout court. C'était un peu mon propos, voilà. C'était de savoir finalement comment vous vous situez en tant qu'être humain par rapport à ce process créatif. C'est un outil. Ouais. C'est un outil. C'est marrant parce que récemment, j'ai rencontré Cyril Morin, qui est un compositeur de musique qui a fait le gros de sa carrière aux États-Unis, en particulier à Los Angeles, et qui a une philosophie assez américaine, donc open mind, ouverture d'esprit, et il parle comme vous. Il dit que l'IA, en fait, d'abord il la pratique depuis une dizaine d'années, et c'est un outil complémentaire dans le cadre de ses créations. Et à côté de ça, je ne citerai pas le nom, mais vous avez un autre compositeur de musique que je connais, et pour le coup, en fait, il n'y voit que des inconvénients, on va dire, d'ordre, entre guillemets, administratif, pour savoir qui assume la pérennité ou la paternité du projet artistique, dans quelle proportion, etc. Enfin, ça pose question. On ne peut pas fermer les yeux sur tout ça, mais il y a vraiment deux chapelles différentes, et c'est important, j'aime bien interroger les artistes, justement, pour connaître un petit peu leur vision, et pour savoir, entre guillemets, puisque j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux orientations par rapport à ça, dans quelle chapelle, en fait, vous aimez vous situer. L'important, c'est le résultat final pour moi. Donc, whatever works. Okay. Bon. Une question un peu plus philosophique, cher Julien. Finalement, cette approche du cinéma à travers le dessin, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte de vous? Alors, tout. Je suis mes livres, et mes livres, c'est moi, et c'est plus que moi. Parce que je pense qu'on est tous, qu'on soit des raconteurs, ou des raconteuses, ou des pures lectrices, des purs lecteurs, spectatrices, spectateurs, on n'est pas que soi. On n'est pas tout seul chez soi, on est dépositaire d'une histoire, on est dépositaire de souvenirs d'ailleurs des fois auxquels on n'a pas accès. Moi, je crois beaucoup aux fantômes, et pas qu'aux fantômes, les mauvais fantômes, ceux qui nous hantent ou qui nous torturent, mais au fait qu'il y a des histoires qui nous ont précédés dans notre famille, et les films nous permettent de nous souvenir, nous permettent de retrouver par... une sorte de mémoire collective. Une sorte de mémoire collective, de retrouver la piste de tout ça. Donc moi, vraiment, je ne pourrais pas faire des histoires pour les autres, parce que pour faire une histoire, je ne peux raconter que ma propre histoire. Ou même et ma propre histoire, c'est déjà plus mon histoire, c'est l'histoire des personnes qui m'ont précédé.
Et que vous revisitez ou que vous partagez ou qui vous fait témoigner en tout cas. Ouais. Merci pour cette jolie réponse. On arrive au terme de cet entretien. Il y a une petite tradition dans mes interviews. Mon cher Julien, spontanément, comme ça je vais vous demander, presque spontanément, de me donner en fait votre meilleur film. Et je sais que ça a été un choix très spontané. Votre meilleure musique de film et votre plus belle réplique. Vous avez 3 marches devant vous. La scène vous appartient, mon cher Julien. Alors, La prisonnière du désert, The Searchers, de John Ford. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi ces choix, évidemment. Hein. En tant que passionné de cinéma, il y a toujours des explications dans ces choix. Alors, c'est déjà un film... c'est la quintessence du cinéma de John Ford. C'est aussi un tournant dans l'histoire du cinéma américain. C'est un film qui est très important pour des gens comme Martin Scorsese, Tarantino, Paul Schrader, Jean-Baptiste Torre, Peter Bogdanovich. Et c'est un film en ce moment sur lequel je travaille beaucoup parce je sens en ce moment il me met sur la piste de ma prochaine histoire, de l'histoire que j'ai commencée, celle qui se succédera à Manhattan Driver. Alors, je fais une petite digression, pardonnez-moi Julien, mais j'ai oublié de dire quelque chose de fondamental, c'est qu'en fait, évidemment, vous avez une passion dévorante pour le cinéma américain. Et donc, Manhattan Driver, donc on connaît un titre de film peut-être de Monsieur Scorsese, où une partie du mot, en fait, est un mot commun. Et donc, évidemment... Taxi Driver, qui est déjà un remake de The Searchers. N'est-ce pas? Et donc, tout ça, ça se passe à New York, aux États-Unis, etc. Mais vraiment, je pense qu'il faut vous rendre curieux de cette bande dessinée, parce que vous revisitez le cinéma avec vraiment des personnages clés, hein, on peut dire ça comme ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir pour ça. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, je referme la parenthèse, excusez-moi. On parlait donc de la... Prisonnière du désert. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, on va parler de la meilleure musique, votre musique préférée. Alors, c'est la musique que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Trevor Jones, Le Dernier des Mohicans, de Michael Mann. Mm-hmm. Et donc, c'est une musique très solennelle, oui, très héroïque, très ample, qui est très années 90 parce qu'il y a un petit peu de synthé, un petit peu de production, c'est pas orchestral comme John Williams par exemple ou John Barry. Et Trevor Jones, malheureusement, il a un petit peu disparu des compositeurs de musique de film. Mais je trouve une très belle musique chargée de mélancolie, de majesté. Et j'adore ce film de Michael Mann et son atmosphère. Et encore une fois, c'est l'imaginaire dans lequel en ce moment je suis pour l'écriture de notre... Est-ce que justement, quand vous êtes en phase créative, la musique et le fait de revoir des films régulièrement contribuent à votre inspiration? Oui, parce que écrire une histoire, c'est mener une enquête. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de me souvenir pour raconter l'histoire. Je ne l'invente pas, l'histoire. Je dois me souvenir de l'histoire que je dois raconter. Vous réveillez des choses que vous avez vues et qui viennent s'assembler. Je n'invente rien. Ouais. Ça, c'est une vraie info. Hein. Alors du coup, il y a peut-être une réplique qui pourrait, je ne sais pas, accompagner cette réflexion. On pourrait parler de la meilleure réplique. Alors, j'ai montré à mes fils il y a 2 soirs un film qui est très important pour moi, qui m'a beaucoup aidé à me souvenir de ma première histoire, c'est Tommy Boy, mon premier western. Ouais. Donc c'est L'homme des vallées perdues, George Stevens, Shane en anglais, et à un moment donné, à la fin du film, quand il dit adieu à Marianne, il lui dit « Never is a long time », parce qu'elle lui dit « on ne se reverra jamais », Shane, et il dit « jamais, c'est trop long ». C'est trop long, en français. Julien, merci infiniment pour cette belle rencontre. Et puis on souhaite évidemment le succès à cette bande dessinée dont on rappelle le titre, Manhattan Driver, dont vous êtes également l'éditeur. Tout à fait. À bientôt. À bientôt.